On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une auteure sur un roman historique de Chambly, un bel ouvrage. Mais d'abord, parlons des enjeux du quartier Saint-Eugène. Est-ce qu'il y aura ou non une île flottante? Et il y a aussi l'enjeu de la sauvegarde du club de golf de Saint-Jean. Nous sommes déjà à la mi-mandat au conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque année, évidemment, on se fait un honneur de réinviter périodiquement les conseillers municipaux. Question de dresser un peu le bilan. Parler également des enjeux du mandat qui reste. Aujourd'hui, on vous parle du quartier Saint-Eugène avec le conseiller municipal Jean Fontaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Combien d'années en politique municipale? Éric, on fêtait notre 10e anniversaire, M. Quentin, M. Savard et moi-même, donc au début de la semaine, 10 ans. Donc, on est dans un troisième mandat? Absolument. À la mi-mandat. En quoi le troisième mandat est-il différent des deux autres? Bien, premièrement, la dynamique autour de la table a changé avec un nouveau maire, beaucoup de nouveaux conseillers. La dynamique est spéciale parce que avec l'équipe d'Albec, on savait où l'équipe s'en allait, puis c'était par là, puis c'était ça. Il y avait des décisions qui se prenaient, puis c'est ça. Là, on ne sait pas trop où est le pouvoir, ça joue. Le pouvoir se promène, puis on ne sait pas trop où il est. Donc, c'est vraiment différent, un, et deux, aussi dans la salle. Vous avez été témoin lundi passé qu'il y a eu une quasi-expulsion d'un citoyen. On a l'équipe La Plante qui ne lâche pas. D'habitude, après les élections, là, la salle était relativement vide là, pendant quelques temps, mais là, c'est plein à craquer. Ça ne me dérange pas, c'est la démocratie. Il faut que la démocratie s'exerce, mais c'est beaucoup plus pugnace que les autres années, je trouve. Bon. En même temps, il se dégage quand même quelque chose d'assez particulier au conseil. Bon, évidemment, Jean Fontaine est là depuis quelques années, 10 ans maintenant. Il n'y a peut-être pas d'équipe, ou s'il y avait des équipes, elles sont aussi un peu en train de se défaire parce qu'on regarde ça aller. Yann Langlois prend parfois des positions qui ne sont pas nécessairement celles qui étaient défendues par l'équipe La Plante. Justin Bessette, Hugues Larivière ou Mélanie Dufresne, qui sont de l'équipe Fecteau, parfois votent contre certains trucs où le maire vote pour. Il y a les anciens d'Olbec devenus Legrand ou certains indépendants qui forment une autre cellule quand même assez majoritaire dans certains dossiers. On l'a vu dans le centre de partage, entre autres. Donc, il se dégage quand même certains mouvements politiques. Autrement dit, les équipes d'il y a 2 ans sont en train de se défaire ou de se refaire, là, si on veut. Absolument. C'est la lecture que moi j'en fais, là, mais... Absolument. Puis moi, je dis toujours, la nature a horreur du vide. Donc là, il y a un certain vide parce qu'on ne sait pas, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas où le pouvoir s'en va. Donc, mais je pense que c'est pas grave, la ville est bien gérée, puis on avance pareil, mais les dossiers se traitent maintenant au mérite. Puis moi, je vote selon le dossier au mérite. Je n'ai pas de ligne, je ne fais pas partie de l'Action civique et de l'équipe Legrand. Là. Parlons de dossier au mérite et un projet qui aurait pu voir le jour dans le quartier Saint-Eugène, c'est l'île flottante. Oui. Le maire a sorti ça. Évidemment, il y a eu quelques reproches disant qu'il avait géré ça tout seul et tout ça. Bon, c'était peut-être une fausse bonne idée. Parce que c'était pas une mauvaise idée en soi de mettre en valeur le Richelieu, ce que tout le monde dit de faire. En même temps, est-ce que c'était le projet du Beach Club sur une île flottante dans le Richelieu? Est-ce que ça, c'était peut-être la fausse bonne idée? Mais le conseiller du quartier, lui, en pensait quoi de ce projet-là? Le conseiller du quartier a été surpris quand ça a sorti, un peu comme tout le monde. Okay. Moi, je sais que ce que tu as dans les mains, si tu veux le présenter, moi, mon idée, c'était de faire une terrasse permanente au Parc Ronald-Beauregard. Je soutiens encore cette idée, je pense qu'elle est bonne. Regardez comme c'est beau. Peut-être pas avec les tables de restaurant, mais ça pourra venir éventuellement, mais juste de lancer l'idée, d'éclairer ça le soir, de redonner la rivière. Ça, moi, c'était mon idée de base. Mettre en valeur la rivière, mettre en valeur l'OTJ, qu'on appelle le centre de plein air Ronald-Beauregard aujourd'hui. Donc, le maire voulait une île flottante, mais le conseiller, lui, il veut un quai attaché à l'OTJ. Sauf que le conseiller n'est pas contre l'idée de l'île flottante. C'est une idée où, quand on la prend un peu à sa simple expression, on se dit « qu'est-ce que c'est que cela? » OK? Sauf que aller danser en plein milieu de la rivière, là, puis avoir des bateaux qui viennent s'amarrer, puis... Je comprends qu'il y a des citoyens autour, mais les citoyens autour, je veux dire, ils ont acheté une maison sur le bord du Richelieu. Donc, mais il y a des moyens de le faire. On pourrait arrêter la musique à 6 heures. Après ça, les gens iraient dans le centre-ville dépenser. Ça ne pourrait pas être juste la musique techno, on pourrait mettre de la musique rock, de la musique, toutes sortes d'affaires. L'idée en soi est très bonne. Bon. Mais ça, le projet de quai à l'OTJ, est-ce que c'est quelque chose qui est tangible? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être proposé dans le plan triennal d'immobilisation? Parce que c'est quand même une propriété municipale. Oui, moi, le maire Fecteau nous avait demandé 3 priorités en début de mandat, et ça, c'était une de mes 3 priorités. Donc, moi,
Et il avait garanti que nos 3 priorités se feraient, là, puis c'était chiffré. Donc, il y a une réunion du comité Ronald Beauregard, là, du parc Ronald Beauregard, on va se réunir. On est 2 conseillers et Mario Bastien, et j'espère que cette solution-là sera mise de l'avant. Donc, quai avec tout le kit là, au centre de plein air. Quai et tout le kit, et je dis pas non à l'île flottante, mais peut-être pas pour le 355, mais peut-être après. Bon, évidemment, un autre enjeu important dans le quartier Saint-Eugène, c'est le golf, le club de golf Saint-Jean qui est là depuis 1920 ou 22 ou 24. Là. 22. 22, donc c'est quand même c'est un joyau. On connaît les difficultés. Ce club-là, à l'époque, était prisé. Ça coûtait extrêmement cher de devenir membre et tout ça. Et au fil du temps, les actionnaires sont passés dans les dernières années de 300 à 160, doivent mettre la main dans leur poche à chaque année pour éponger le déficit opérationnel. Puis là, je ne parle même pas du déficit accumulé. Sur une propriété qui est zonée golf, avec quand même une partie qui est en zone inondable, qu'on ne pourrait même pas vendre pour faire des maisons, de toute façon. Et là, il y a eu quand même des changements. On a donné l'accès au public. Il y a eu l'arrivée de Robert Lancio cette année comme directeur général, avec des décisions importantes. Courageuses même. Courageuses dans certains cas. On les a reçues d'ailleurs ici, il n'y a pas longtemps, Robert Lancio puis le président du club, Marcel Racine. Et leur prétention, c'était de nous dire, bien, le club de golf est sauvé. Et nous, on veut, en fait, c'est ce qu'il disait, on veut le maintien d'un 18 trous, mais il n'est pas impossible quand même qu'on vende peut-être une certaine parcelle du terrain proche de séminaires pour bâtir des maisons, pour se renflouer comme organisation, pour à tout le moins éponger le déficit accumulé. Le conseiller Jean Fontaine, qui est devant moi, a toujours dit à chaque assemblée du conseil qu'il n'était pas question de défaire le club de golf. C'est toujours la même chose? J'ai évolué dans le sens que quand Robert Lancio est venu me voir, j'ai dit « Robert, moi, il faut que ça reste un 18 trous. » Par contre, et là, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on a rencontré le comité d'urbanisme, on a rencontré Luc Castonguay, on a dit « Il y aurait ce projet-là qui pourrait avoir lieu, qu'est-ce que vous en pensez? » Donc, on a échangé, et là, on est là-dedans. Moi, là, ma prétention, c'est de dire si on peut sauver le club de golf en vendant peut-être 1/30 du terrain de golf, puis qu'on garde 29/30 du terrain de golf, puis que ça reste un terrain de golf, je ne vois pas de problème là-dessus. Et soit dit en passant, sur séminaire, ça viendrait un peu plus tard parce qu'il faut que les services se rendent à l'aqueduc. On parlerait plus de Jacques Cartier. De Jacques Cartier? Oui. Pour bâtir combien de maisons? Ce n'est pas des maisons, ça serait des condos. Cependant, moi, je ne veux pas trop m'aventurer parce que là, les actionnaires n'ont pas décidé de vendre une certaine partie. Ils se rencontrent en décembre. Fait que moi, mais le mandat du CA, du club de golf, c'est de proposer la vente d'un certain parti sur Jacques Cartier pour faire des condos, pour renflouer la dette qui est immense. Donc, est-ce qu'on parle de la partie du terrain qui est légèrement au nord? Des deux côtés. Des deux côtés? Oui. Donc, on pourrait avoir des condos sur Jacques Cartier, non loin du chalet d'accueil. Exactement. En maintenant les trous 14 à 18 sur le bord de l'eau. Exactement. Et les 1 à 13, on les place comment de l'autre côté? Il y a, tu sais, c'est de la poutine, ça. On redéplace des greens, si on veut dire des verts. Ça va être une bonne nouvelle, dans le fond, parce qu'on va refaire des verts puis tout ça, mais il y a la place pour mettre des condos et garder les 5 trous du bas. On peut mettre combien de condos? C'est encore dur à dire, puis encore là, je veux pas aller avant le vote des actionnaires. Mais cela dit, je profite de l'occasion que j'ai, je demande aux actionnaires d'accepter ça, et moi, je vais tout faire pour que ça passe après ça au conseil, et ultimement, parce que c'est un changement de zonage. Bien, ça, c'est l'autre question. Ce que je veux dire, c'est que je suis contre un changement de zonage qui vont toucher les maisons qui vont être sur le bord de la rue Bray, Ravel, de Coulombe. Okay? Oui. Je ne veux pas qu'il y ait de condos qui aillent s'installer sur le côté des maisons pour ne pas nuire. Par contre, si on peut faire quelque chose à l'intérieur du terrain... Il y a aussi l'ancien terrain de pratique qui, lui, n'appartient pas au club de golf, qui appartient à un privé, qui est aussi disponible, là, qui est le terrain qui est légèrement au nord, qui est un peu juste avant. Parce que là, donc, on le sait, si le conseil d'administration et si les membres du club de golf acceptent cette proposition-là, il faut ensuite que le conseil municipal soit d'accord. Exact. Après ça, évidemment, il y a une assemblée de consultation auprès des citoyens riverains qui, ultimement, peuvent signer un registre pour vous obliger ensuite à faire un référendum et tout le patate-là. Donc, un changement de zonage, c'est pas acquis, là, ça ne se fait pas demain matin. Il faut convaincre les propriétaires riverains que c'est ce qu'on va faire. Moi, là, pour sauver le club de golf, là, je vais tout faire pour convaincre mes propriétaires riverains, mais je suis certain, on a une élection il y a 2 ans, puis je les ai tous rencontrés.
Ils ne veulent pas de maison juxtaposée à leur terrain en arrière d'eux. Ils ont acheté leur maison pour ne pas avoir de voisins. C'était le golf, le voisin. Donc, si on respecte ça, je suis à peu près certain que ça va passer. Le changement de zonage qu'on va proposer, c'est des condos, mais à l'intérieur du terrain. On parle de quoi? Une dette accumulée de quoi? 2 millions de dollars à peu près? À peu près 2 millions. Quand le club de golf ouvre ses portes au printemps, juste les intérêts de cette dette-là, on parle de 80 000 Pour les intérêts. Pour les intérêts. La banque, à un moment donné, tu ne peux pas juste tout le temps rembourser tes intérêts. À un moment donné, la banque, elle veut qu'on rembourse du capital. Et les membres là, sont essoufflés, sont capables de payer le membership à tous les ans, mais quand arrive le déficit à la fin, là, il y a des années qui ont payé jusqu'à 3 000 de plus que leur abonnement. Ça, il faut que ça cesse. Bon, en même temps, il y avait eu aussi, parce qu'à un certain moment, il y avait d'autres projets qui avaient été lancés. Certains disaient pourquoi on ne fait pas un 12, un 13, un 14 trous. Les gens veulent jouer un peu plus rapidement que dans le passé. Ça, pour vous, c'était pas une option. Là. Non, parce que si les gens veulent jouer 13 trous, ils peuvent le faire. Et les forfaits sont là. Je le sais, Robert a mis ça sur pied, puis t'arrêtes au 13 et puis tu t'en vas chez toi. Donc, les forfaits de 13 trous, ça existe, mais ça n'a pas été si... Est-ce qu'on sent, parce que là, ça va commencer à se jaser un peu, les citoyens, ils vont en penser quoi de ce projet-là? Est-ce que vous pensez que les citoyens vont accepter ça? Est-ce que... Allons-y par l'inverse. Si les actionnaires n'ont plus l'argent pour opérer le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer boutique? Ils vont vendre le terrain. Il y a un promoteur qui va acheter ça, c'est sûr et certain. Avec le ruisseau qui passe en haut, là, puis avez-vous le potentiel des maisons avec des arbres matures qu'il y a là-bas? Avez-vous vu le potentiel qui existe? Donc, c'est sûr que quelqu'un va acheter ça. Et il va attendre. Il va attendre que ça se dézone. Ça va peut-être prendre 10, 15, 20 ans. Puis un jour, ça va peut-être se dézoner parce qu'à un moment donné, il va manquer de terrain à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est 20 ans avant cette date-là. Moi, ce que je veux sauver le terrain. Les actionnaires majoritairement veulent sauver le terrain. S'il faut sacrifier une petite partie du terrain pour le sauver, poser la question, c'est y répondre. Là. En terminant, quels sont les autres enjeux dans Saint-Eugène pour les 2 ans qui restent? Bien, j'ai parlé de la terrasse aussi. La terrasse, le golf. Je ne lâche pas le golf. Et je veux refaire la rue Carillon puis Vernois aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des lichettes, comme on peut dire. Ça l'a mis une patch, comme on peut dire, mais ce n'est pas le travail de base qui se fait. Moi, je veux mettre une bordure des égouts pluviaux. Alors, tu sais, Carillon, c'est la voie là, que les gens prennent pour sortir du quartier. Donc, il faut absolument que ça soit refait. Jean Fontaine, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on reçoit l'auteur Louise Chevrier. L'auteur Louise Chevrier nous arrive avec le tome 3 de Marie-Joseph, Les Chroniques de Chambly. C'est toute une brique, c'est plusieurs années de travail, nous dit-elle. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 3 ans de travail? Oui, 3 ans de travail pour un livre comme ça. C'est énorme. C'est une grosse commande. Oui. C'est un plaisir aussi. Et c'est un plaisir, mais en plus de ça, là, c'est le tome 3, donc ça veut dire qu'il y en a eu 2 autres auparavant. Exactement. Donc, c'est toute une histoire qu'on veut raconter, parce qu'on est dans le roman historique. Et qui dit roman historique, il y a des dates, il y a des faits, il y a des trucs qu'il faut vérifier. C'est incroyable. Oui, c'est certain qu'il y a beaucoup de petits détails. Le roman historique, c'est long aussi parce que même en écriture, on vérifie constamment, est-ce que c'est vraiment ça? Oups, je ne m'en rappelle pas, ça fait 2 ans que j'ai vu ça. Enfin, c'est certain que c'est un travail de minutie, là. C'est comme reconstituer une époque, c'est-à-dire
de reconstituer jusque dans la vie quotidienne. Peu importe ce que font les personnages, là, il faut savoir, il faut avoir une bonne connaissance de leur société pour en parler, pour créer une intrigue autour d'eux et intéresser le lecteur, bien sûr. Bon, si on fait un bref retour en arrière, à quel moment ce projet de présenter le tome 1 suivi du tome 2, puis là, c'est le tome 3, à quel moment ça a pris naissance, tout ce projet-là? Mais moi, j'étais présidente de la Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly. J'ai commencé à faire de la recherche dans l'histoire locale il y a 15-20 ans. Oui. Et plutôt que... Puis je suis une journaliste, une ancienne journaliste de l'écrit. Moi, je travaillais pour le Journal de Chambly, La Terre de chez nous. Enfin, l'écriture, c'était mon gagne-pain. Et plutôt que de produire des essais, en fait, comment intéresser les gens à leur histoire, comment les intéresser, est-ce que c'est par des essais que très peu de gens lisent de toute manière, ou un roman historique? Alors, le roman historique, ça permet de faire ça, du moment où on n'est pas trop rigide, je trouve, dans la forme, là. Il faut être dans une intrigue, il faut être dans des drames, dans des tragédies, dans des moments heureux. Bref, il faut construire une histoire. Bon. Et pourquoi avoir appelé ça les Chroniques de Chambly? Bien, parce que ce sont les Chroniques de Chambly. Mais en fait, la vérité, c'est que les personnages que je mets en scène, ce sont des personnages qui ont vraiment existé, qui se trouvent dans le registre paroissial de Chambly. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai appelé ça les Chroniques, en fait, parce que je voulais mettre en scène ces personnages-là qui ont vraiment existé, essayer d'imaginer quelle a pu être leur vie à travers des intrigues que je vais créer, évidemment. Là, c'est la fiction. On est à quelle époque? On est vraiment au début du 19e siècle. Marguerite le Premier commençait en 1802-1803. Là, on est en 1815-1816. Et à Chambly, c'est le grand boom économique. Vous savez, on a connu le complexe militaire britannique. L'armée s'installe à Chambly. Et même si la guerre est terminée, l'armée va continuer de construire à Chambly. Alors, ça amène énormément de gens. Et c'est dans ce contexte-là que je parle de Marie-Joseph, qui est la sœur du curé. La sœur du curé, parce qu'à l'époque, dans toute bonne famille, il y avait au moins un curé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'elle, c'est une Bédard, et cette famille Bédard, c'est une famille qui, au point de vue de la politique, on va au point de vue national, là, elle est la petite sœur de Pierre-Stanislas Bédard. C'est lui qui a précédé Louis-Joseph Papineau, qui est le fondateur du Parti canadien, qui va devenir le Parti patriote. Alors, on commence à se placer, là. On commence à voir que ces personnages-là ont un certain intérêt qui nous permettent justement de découvrir ce qui s'est passé à cette époque-là. Bon. Quel est le lien entre le fait que cette dame a un frère qui est curé? En quoi ça vient influencer, disons, l'histoire? Bien, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le presbytère. Vous savez, les presbytères du Bas-Canada, au début du 19e siècle, des fois, quand on passe, on dit « Ah, mon Dieu, que la maison du curé était grande », mais c'est parce que le curé était souvent soutien de famille. Il avait souvent avec lui ses vieux parents ou des frères et des sœurs orphelins, comme c'est le cas de Marie-Joseph. Et ça fait très longtemps qu'elle est avec lui. Elle est au début de la trentaine, puis elle commence à se dire, mais est-ce que je vais demeurer toute ma vie celle qui tient le ménage de mon frère curé, un peu sa servante? Alors, c'est sur ces prémices-là que je suis partie pour raconter le mariage de Marie-Joseph, qui, lui, a réellement eu lieu à Chambly, à la date que je donne. Puis, c'est un peu ma façon de faire, là, d'aller chercher des faits et de les intégrer dans mon roman. Bon, vous faites référence au député Louis-Joseph Papineau. Oui, bien sûr. Alors, Louis-Joseph Papineau, je l'ai installé dans le tome 2 des Chroniques de Chambly pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est le député du comté de Kent, puis Saint-Jean faisait partie aussi de Kent à l'époque, qui va devenir plus tard le comté de Chambly. En plus, il est réseauté, si on peut dire, là. C'est dans ses relations, les Bédard, puis aussi les familles de Chambly, que sont les Boileau. Alors, c'est des gens qui se connaissent. Et c'est pour ça que j'ai installé Louis-Joseph Papineau, puis je me suis permis même de lui faire une intrigue sentimentale, étant donné que dans la réalité, il n'était pas encore marié. Alors, donc, vous lui avez inventé une histoire d'amour. Exactement, exactement. Quelle place occupe justement l'amour dans ce roman historique?
Ah, bien, cette fois-ci, la quête de Marie-Joseph, c'est qu'à 30 ans, elle se dit, moi, je veux connaître l'amour. Et il n'y a pas 56 000 façons d'y parvenir. Il faut trouver un homme puis et l'épouser. Alors donc, je lui ai donné cette quête-là pour construire, pour l'amener jusqu'à son mariage et conclure aussi les intrigues, toutes les petites intrigues là, qui se promenaient dans les chroniques de Chambly. Comment se vivait l'amour au début du 19e siècle? Contrairement à l'époque contemporaine qu'on connaît, nous, aujourd'hui, c'est quoi la différence avec le temps? Bien, disons qu'on disait souvent marier une fille de son rang, dans son rang, c'est-à-dire quelqu'un qui a qui est dans la même classe sociale que nous. Mais on fait encore un peu ça aujourd'hui. Hein? On marie des gens avec qui, ou on devient en couple avec des gens avec qui on a des affinités. Et à l'époque, on ne disait pas affinité, mais on disait inclination. Alors, avoir de l'inclination pour quelqu'un, et même si les mariages, parce que le mariage, c'est le fondement d'une organisation sociale, d'une société, même s'il y a des rapports économiques là-dedans, il y a aussi des rapports sentimentaux, puis même, les gens veulent qu'on se marie plutôt par inclination, donc peut-être par amour, que purement, d'une façon purement raisonnée et... C'est une époque aussi où il y a eu une importante influence de la religion, importance des familles, importance de ce que les gens pensent aussi. Bien sûr, le commérage, c'est le sel de la vie dans les chroniques de Chambly. Il n'y avait pas d'SMS dans le temps. Non. C'était le commérage. Mais ça allait bon train. Ouais, oui, les nouvelles circulent rapidement. Je dirais que c'est une autre société, mais avec... C'est des êtres humains, hein, puis ils ont des sentiments, ils sont un peu comme nous. S'il y a bien sûr donc des références historiques au niveau des personnages, des faits, des dates, parlez-nous un peu des lieux, parce que quand on écrit, on veut aussi créer des images chez le lecteur. Le lecteur, donc, il va lire le roman, qui va avoir une intrigue, une histoire, des personnages, une époque. On se promène où? On est à quel endroit? Quels sont les lieux historiques auxquels on fait référence dans le roman? Dans le roman, on est toujours majoritairement à Chambly. D'ailleurs, je mets toujours... Il y a un plan au début du roman là, pour que les gens puissent se repérer à Chambly. Mais j'avoue que le plus grand compliment qu'on me fait, c'est de dire que quand on lit mes romans, on se retrouve à une autre époque, puis on a vraiment l'impression d'y être. On est à Chambly, mais on va faire un petit tour à Trois-Rivières, parce que il y a des membres de la famille Bédard qui sont à Trois-Rivières à cette époque-là. Marie-Joseph, à un moment donné, va décider d'aller faire un tour là. On va aller aussi à Montréal parce qu'elle a un frère qui est avocat à Montréal, un avocat qui lui, réussit très bien. Bon. Et quand on fait référence justement à Chambly, est-ce que les gens s'y retrouvent, s'y reconnaissent par des noms de rues, des références à certains bâtiments, à la rivière? Au lieu physique, je dirais, parce que le Chambly du début du 19e siècle, même si on en a conservé des traces, c'est certain que, ce qu'on appelle la rue Martel aujourd'hui et la rue Bourgogne, c'était le chemin du roi. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les contrats. Les gens se reconnaissent comme ça. La rivière Richelieu, c'est toujours appelé la rivière Richelieu. Sauf que pendant 200 ans, pour le commun des mortels, on appelle ça la rivière Chambly. Alors moi, j'utilise ce vocabulaire-là pour... décrire, faire des descriptions. Par contre, à la fin de chaque roman, il y a plusieurs pages de notes, j'appelle ça repères et sources, pour dire aux gens, ben voilà, je me suis inspirée de ça. Comme par exemple, dans celui-là, il y a une exécution publique à Chambly. Et c'est relié à l'histoire de Saint-Jean parce qu'il y a un régiment qui est parti de Saint-Jean, qui est arrivé à Chambly pour une exécution publique. Absolument, c'était spectaculaire, c'était funeste aussi, évidemment. On est en quelle année? Terrible, en 1815. Et il y a un article de journal qui décrit très précisément tout ce qui s'est passé. La parade, ce qu'on a joué, les prisonniers, les condamnés qui se promènent devant les autres soldats et qui disent « Ne faites pas comme nous ». C'était des déserteurs. Vous savez, les déserteurs, on n'a pas de pitié pour ça. Alors, il y a eu des cours martiales qui se sont tenues entre Chambly et Saint-Jean
à cette époque-là. Et on les exécutait à Chambly? Cette exécution-là, qui a vraiment eu lieu à cette époque-là, en 1815, en mai 1815, s'est passé à Chambly, tout près du phare. Les fosses ont été creusées là. Et c'est décrit, il y a un article dans Le Spectateur canadien qui décrit ça, là, presque... c'est assez terrifiant. Mais je l'ai utilisé, j'ai donné rendez-vous à mes personnages, évidemment. Je l'ai mêlé à mon intrigue, cette histoire. Et c'était des exécutions, quoi, non pas de masse, mais c'était quand même plusieurs individus. C'était des soldats. Des soldats qui avaient déserté. Vous savez, la guerre s'est terminée ici au début 1815. Alors eux, le temps qu'ils aient leur cour martiale, et ça a pris plusieurs mois, parce qu'il y a un des personnages qui va dire « Mais comment ça se fait une exécution? La guerre est pourtant terminée. » Mais à l'époque, on pensait que les Américains qui avaient essayé de nous envahir allaient peut-être revenir. Et c'est pour ça qu'on va construire le complexe militaire à Chambly. Est-ce que Louise Chevrier a d'autres projets après Marie-Joseph, les Chroniques de Chambly, tome 3? Oui, j'ai beaucoup d'autres projets. J'ai d'autres projets sur l'histoire de Chambly. Mais ça va être un petit peu en veilleuse, Chambly. Je vais aller faire le tour dans une autre région du Québec et je vais revenir à Chambly un petit peu plus tard. Marie-Joseph, les Chroniques de Chambly, tome 3. Donc, bien sûr, disponible aux éditions Urtubise. Et dans toutes les bonnes librairies. Et dans toutes les bonnes librairies, comme le dit la chanson, si on veut, ou la phrase, le poème. Merci beaucoup infiniment, puis meilleure des chances. Puis donc, les gens qui sont bien sûr friands de romans, mais de romans historiques, si vous êtes bien sûr de la région Saint-Jean-Chambly, je pense que vous allez probablement vous y reconnaître également. Oui, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel, la campagne de vaccination contre la grippe en Montérégie. Pour obtenir votre rendez-vous, allez directement sur le site Internet qui est affiché à l'écran en ce moment. Et on vous invite à ne pas manquer le Télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.